Bonjour tout le monde. Euh, on va, on va faire notre septième l'heure turquoise. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'une de notre émissions. Nous faisons l'heure turquoise. Nous faisions l'heure turquoise pendant le premier confinement. Et maintenant, on va recommencer à faire notre l'heure turquoise pendant le deuxième confinement. C'est une diffusion live qui nous permet de voyager et d'aller à la rencontre des autres et de leur langue et de leur culture. Et comme pendant le premier confinement, c'est nous qui nous invitons chez vous pour continuer à découvrir, à partager et à s'enrichir ensemble. Aujourd'hui, notre invité spécial est Gaye Petek. Et elle est sociologue et elle a écrit un livre magnifique, L'histoire des Turcs en France. Aujourd'hui, on va lui poser des questions et on va aussi parler de notre projet commun, Je t'aime moi non plus. Voilà. Et je passe la parole à Ouzaï pour vous expliquer un petit peu pourquoi on fait Je t'aime moi non plus et ce que c'est. Bon, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver, même virtuellement. La dernière rencontre qu'on a eue, c'était justement la toute première conférence, rencontre de Je t'aime moi non plus. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là, je prends un petit moment pour expliquer d'où est venue cette idée d'organiser un cycle de débats, de rencontres sur les relations franco-turques. Tout d'abord, il faut se souvenir il y a presque 10 mois maintenant, où on a commencé à travailler sur le sujet avec l'appel de Gaye Petek. À cette époque-là, bon, les relations franco-turques n'étaient pas peut-être à leur apogée, mais c'était pas ce que c'est actuellement. Mais notre idée, c'était de simplement permettre une plateforme dans laquelle les gens vont discuter l'histoire de ces relations à partir de l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voulait commencer justement avec Frédéric Itzal, ce qu'on a fait il y a un mois à peu près. Bon, Indira est en train de vous montrer le programme. On a remonté jusqu'au XVIe siècle, voire XVe, pour voir c'est quoi le début de ces relations. Ensuite, l'idée était de passer à cette époque où l'Empire s'est effondré et la Nouvelle République a émergé. Et donc, on avait conçu un programme qui permettait justement de retracer 5 siècles de relations. Et l'idée était de finir avec une clôture où on va faire la synthèse de tout ça. Et l'objectif, il faut le dire, c'était justement de faire en sorte qu'on puisse, à travers l'histoire, à travers l'échange des cultures, rétablir peut-être à notre échelle des bonnes relations ou d'améliorer les relations dans un autre cadre plus amical, plus dostane, on va dire. Et donc, je vais peut-être laisser Gaïa dire quelques petits mots puisque c'est elle qui est en quelque sorte la marraine de ce projet. Il y a 10 mois, comme j'ai dit, elle nous a invités pour expliquer l'intérêt de ce projet. Et voilà, je te laisse, Gaïa, peut-être dire quelques petits mots sur Je t'aime moi non plus. Merci. Mais écoutez, de toute façon, vous avez tout dit, mais l'idée, effectivement, était de faire un voyage dans l'histoire au départ, puisque c'était effectivement il y a 10 mois. Par période, on avait eu des relations amicales ou conflictuelles ou un peu tendues entre les deux pays. Et puis, comme vous l'avez dit, eh bien cette idée qui d'il y a 10 mois a pris une autre envergure et une autre dimension aujourd'hui avec la dégradation des relations, comme chacun sait, entre les deux présidents de la République et les deux États. Voilà. Donc, on va peut-être laisser Ali présenter Voilà. le programme d'aujourd'hui. Alors, nous avons, comme vous avez déjà entendu sa brève introduction, nous avons une invitée très spéciale aujourd'hui avec nous pour un peu prolonger le questionnement de Je t'aime moi non plus pour les interrogations qu'on avait prises dès le début. Avec Gaye Petek, nous, on avait commencé il y a longtemps ce projet. Le premier confinement nous avait été un premier obstacle pour pousser un peu dans des dates un peu plus tard. On a eu ce deuxième confinement, mais là, on s'est dit aujourd'hui, il faut qu'on continue ces interrogations
avec toujours en prenant un recul nécessaire pour mieux comprendre les enjeux. Gaye Petek, nous avions rencontré Gaye Petek il y a plus d'1 an, grâce à son magnifique livre que Émile a tout à l'heure montré, L'histoire des Turcs en France, qu'elle a coécrit avec Ségolène Debar. Mais en plus, son nom dépassait largement ce bouquin. On la connaissait aussi comme la présidente de cette association mythique El Ele, qui avait œuvré pendant très longtemps pour l'intégration des Turcs en France. Donc, elle a un regard très particulier, très, très précieux sur toute une histoire de migration récente de la Turquie en France, leurs enjeux, les problématiques, les voies de solution. Donc, aujourd'hui, grâce à elle, on va pouvoir discuter tous ces enjeux pour pouvoir un peu acquérir des clés de compréhension, notamment sur les sujets d'actualité qui nous concernent tous aujourd'hui. Alors, du coup, sans trop tarder, j'aimerais bien passer à l'étape des questions-réponses. Et peut-être Maëla voudrait commencer avec une toute première question. Oui, bonjour à tous. Contente de vous retrouver tous en direct, tous en live pour cette nouvelle heure turquoise. Je voulais commencer, Gaye Petek, par vous poser la question suivante. Selon vous, quelles ont été les étapes clés de l'immigration des Turcs en France au fil des décennies? Les étapes clés, pour faire le plus bref possible, c'est plusieurs phases d'arrivée et plusieurs raisons d'arrivée au fil de cette courte histoire, mais enfin qui n'est pas si courte puisque ça fait plus de 50 ans maintenant. Les accords bilatéraux entre la France et la Turquie ont été signés en 65, mais la grosse majorité de la première vague d'arrivée turque est concernée par l'arrivée de main-d'œuvre ouvrière sur la base de contrats que la France fait avec la Turquie pour l'arrivée d'ouvriers étrangers. Et donc, ce sont des hommes turcs qui arrivent entre les années 69 et 74, 74 étant la date de fin d'arrivée de main-d'œuvre légale. Et ces ouvriers arrivent dans les usines, dans le forestage, dans le bâtiment, dans diverses régions de France. Les Turcs sont assez dispersés à cause de cela parce que finalement, cette première vague d'arrivée est essentiellement une arrivée de travail. Donc, là où il y a du travail, là où il y a des industries, ou là où il y a un secteur particulier, comme par exemple le cas du forestage, eh bien, vous trouvez des concentrations de travailleurs turcs. C'est ce pourquoi il n'y a pas véritablement des régions très particulières, excepté peut-être l'Alsace-Lorraine et la région Île-de-France et la région Rhône-Alpes, où on trouve des concentrations, mais ils sont assez dispersés. Ensuite, après cette vague-là, arrive, alors c'est une vague logique qui est un pendant, c'est-à-dire l'arrivée de l'immigration familiale à partir de 75. Ce sont les femmes et les enfants de ces hommes qui étaient venus comme ouvriers qui viennent les rejoindre dans le cadre des accords, bien sûr, aussi tout à fait légaux, et l'installation de cette vague-là. On arrive aux années 80. Les années 80, c'est deux choses. C'est d'une part un coup d'État militaire en Turquie en septembre 80 qui fait venir des flux de réfugiés, de demandeurs d'asile qui viennent demander l'asile en France, comme ils le font également pour l'Allemagne, pour d'autres pays européens. En France, pendant plusieurs années, il y a un accord assez favorable à ces demandes d'asile, donc ils deviennent réfugiés. Par le même fait, cette situation finalement difficile dans le pays d'origine va conduire ces immigrés turcs de la première phase dont on vient de parler à quelque part changer leur projet migratoire parce que la situation économique du pays, la situation politique du pays d'origine ne sont pas fiables. Les enfants sont en train de grandir et d'aller à l'école française. Et donc, dans les années 80, au début des années 80, les Turcs vont décider de s'établir, peut-être dans leur esprit pour une période donnée, mais en tout cas de manière beaucoup plus durable que ce qu'ils imaginaient quand ils sont arrivés tout au début. Et cela rencontre donc cette arrivée d'autres profils, puisque les demandeurs d'asile ne sont pas, bien entendu, venus pour du travail, mais venus pour essayer d'obtenir un asile en France. Puis, l'asile politique dans les années suivantes sera beaucoup moins favorable à l'obtention de ce droit par les populations venues de Turquie.
et on se retrouvera, alors c'est pas une troisième phase, mais il s'agira de personnes qui n'obtiendront pas le droit d'asile, qui seront déboutées, mais qui, comme toutes les immigrations et tous les originaires de divers pays en tant que demandeurs d'asile, eh bien, se retrouveront en situation de clandestinité. Donc, on aura une partie aussi de gens sans papier, ce qu'on appelle les sans-papiers, dont un certain nombre de Turcs. Et puis enfin, aujourd'hui, bien sûr, on est plutôt devant une immigration qui a rajeuni et dont les profils ont changé, puisque nous avons une génération d'enfants venus avec les femmes au début des années 70 qui ont aujourd'hui dans les quarantaines d'années, 40-45 ans. Et nous avons même donc tout un groupe qui est né en France, puisqu'aujourd'hui, près de 60% des Turcs de France sont nés en France, donc sont des Franco-Turcs. Merci. Waouh. Votre présentation montre parfaitement à quel point cette migration depuis la Turquie est vraiment multiple dans le temps, avec les trajectoires, les profils, les motifs. Si on revient vers aujourd'hui et sur leur organisation associative en France, à l'heure actuelle, comment vous pouvez nous décrire le paysage actuel des associations originaires de Turquie, à la fois comme les acteurs de ce milieu, de ce paysage associatif, et aussi sur les domaines sur lesquels elles agissent. Dans quels domaines ils sont actifs? Est-ce que c'est uniquement culturel ou etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce sujet? D'accord. En prologue à cette question, je voudrais rappeler une chose parce qu'elle concerne tous les originaires de tous les pays, mais également bien sûr les Turcs. La France en 81 a modifié sa loi et les associations loi 1901 que les étrangers ne pouvaient pas créer en leur propre nom ont pu dorénavant devenir une possibilité pour eux. À partir de là, les Turcs aussi, comme d'autres, ont commencé à créer des associations. Moi, en 83, j'ai été amené à faire une enquête qu'on m'avait demandé dans diverses régions de France, et je me suis aperçu dès 83 qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas de pair avec l'esprit de la loi 1901. C'est-à-dire que la loi 1901, ce sont des associations de société civile, culturelles, éducatives, sociales, etc. Alors qu'on assistait à la création d'associations cultuelles qui auraient dû normalement se retrouver sous l'égide de la loi 1905, où il y a une possibilité de s'inscrire en tant qu'association, justement, s'occupant du culte. Or, les immigrés turcs, mais les autres aussi, créent des associations cultuelles, musulmanes bien sûr, et sous l'égide de l'association 1901. Dès cette époque, moi, j'avais attiré l'attention des pouvoirs publics là-dessus, en disant, il y a un problème, il y a quelque chose qui n'a pas soit été compris, soit est contourné, et donc il faut peut-être trouver une solution. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de faire passer les associations en 1901, en 1905, c'est ce que le ministre de l'Intérieur récemment a déclaré pour la future loi sur les séparatismes. C'est une idée que moi j'ai défendue il y a 25 ans déjà. Bon, donc c'est pas nouveau comme réflexion. Maintenant, les Turcs donc ont commencé à créer ces associations qui étaient finalement très ressemblantes les unes aux autres. C'était un espace mosquée, un espace cultuel. Au début, ça a été des petites maisonnettes, des petits pavillons qui étaient transformés en associations avec une salle de culte, une salle d'école coranique et souvent un petit espace de rencontre, de café, de discussion où étaient présents que les hommes en général. Et puis, petit à petit, ces associations ont commencé à avoir à prétendre être des associations culturelles. Et d'ailleurs, on avait l'association culturelle ou franco-turque même des Turcs de Pont-à-Mousson, de Grenoble, de Valence, etc. Or, il n'y avait rien de culturel, il n'y avait pas d'activité culturelle. Donc là encore, on voyait cette dichotomie entre l'annonce et la réalité. Donc aujourd'hui, par contre, on va vite, mais peut-être qu'un jour, dans nos débats futurs, on pourra aller plus loin. Aujourd'hui, on a donc une majorité d'associations turques qui sont cultuelles. Alors l'éventail s'est élargi, parce qu'au départ, il s'agissait d'ouvriers turcs qui créaient des petites amicales avec leur espace cultuel. Puis petit à petit,
la politique aidant, la situation du pays d'origine aidant, il y a eu des arrivées de personnes, des imams, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais également d'autres influences politiques qui ont fait qu'une grande partie de ces associations cultuelles se sont politisées aussi. Alors, se sont politisées soit par une forme de récupération par la droite nationaliste, soit par les mouvements radicaux de l'islam turc. Donc, la grande majorité aujourd'hui des associations turques, pour revenir à votre question, elles sont cultuelles. Des associations politiques, il n'y en a pas vraiment, à part celles qui émargent autour du Parti de l'Action nationale en Turquie, de l'Action nationaliste, et qui a donc une série d'associations présentes sur le territoire qui s'appelle la Turk Federasyonu, avec plusieurs antennes dans diverses villes et régions de France. Et puis, il y a une petite poignée, je dirais même pas les 5 doigts d'une main, de restes d'associations socio-culturelles. À Nancy, l'association Atatürki, à Paris, l'association Accord, celle de Lyon est finie. Enfin, il y a à Strasbourg, l'ASTU, mais bon, vraiment très peu d'associations socio-culturelles. Et l'ELE que j'avais créé et que j'avais dirigé pendant 25 ans est une association qui a fermé ses portes en 2010, faute de financement et d'aide pour pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, on est devant cette situation. On n'a pas vraiment ce qu'on pourrait imaginer. On n'a pas vraiment d'association, par exemple, de jeunes issus de l'immigration, de jeunes franco-turcs qui ait fondé une dynamique associative pour l'instant. Ces jeunes franco-turcs émargent dans les associations culturelles qu'ils ont fait progresser en faisant des actions liées à la municipalité, liées à des moments festifs, etc., mais restent quand même dans l'entité d'origine qui est l'entité de l'association culturelle amicale créée par les anciens. On peut dire aujourd'hui que désormais, il y a Turquoise, une association culturelle. Malheureusement sans mur et sans locaux. Donc, ça réduit votre champ de présence, même si je sais bien que pour votre génération, Internet et les réseaux sont quelque chose de très dynamique. Merci beaucoup. Justement, sur ça, on en a parlé déjà, mais je voudrais dire un mot. C'est quand même très important qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, il y a les turquoises. Peut-être demain, il y aura d'autres associations fondées par des franco-turcs qui sont nés en France et qui vont apporter quelque chose de nouveau sur la scène culturelle. Mais ce sont des plateformes où les gens peuvent se retrouver. Parce que j'ai déjà rencontré des jeunes franco-turcs qui me disaient, mais j'ai envie de découvrir ma culture, de savoir d'où je viens, d'où mes parents viennent, mais il n'y a pas cette réponse à ces questions. Donc, justement, nous, de notre côté, on a un champ d'action beaucoup plus élargi. On s'intéresse aussi à d'autres cultures du monde. Mais je pense qu'on est en train de devenir aussi une sorte d'endroit d'accueil pour des gens qui sont curieux de la Turquie, qui sont aussi en même temps attachés à la France. Et justement, il faut, je pense, continuer dans cette voie et donner des espaces qui ne sont pas nécessairement politisés, créer ces espaces qui sont neutres, qui laissent les gens leur liberté de conscience, leur liberté de foi, mais simplement de découvrir leur culture sous une autre langue. Donc, j'insiste là-dessus. Peut-être que par chance, il y a des gens qui occupent des positions de pouvoir, qui nous écoutent. Il faut soutenir pas uniquement les turquoises, mais des initiatives comme les nôtres. Absolument, je suis tout à fait du même avis. Et c'était un peu ce que nous faisions à LLA, justement, à l'époque. On était aussi tout à fait apolitique, entre guillemets, sauf qu'on défendait des valeurs universelles comme les droits de l'homme, comme l'égalité homme-femme, des sujets que normalement tout le monde devrait partager. Exact. Alors, pour la suite, est-ce que vous voudriez, l'équipe, ajouter d'autres questions, peut-être pour un peu approfondir notre débat sur le rôle de ces associations, un peu peut-être sur l'avenir et voilà, est-ce que vous voudriez ajouter? Parce que de mon côté, moi, j'ai toujours cette question-là. Comment aussi trouver une réponse à les problématiques? Comment lier
une sorte d'action culturelle, mais aussi à une action sociale avec un impact positif sur la société. Quels peuvent être les moyens des associations culturelles aussi pour agir dans le milieu social? Parce que ce que vous faisiez à LLA, vous aviez aussi un énorme pilier de culturel qui donnait une sorte de scène d'expression culturelle à des gens, mais aussi vous agissiez aussi sur le plan social. Il y avait un pilier très, très fondamental social dans votre action. Aujourd'hui, quelles issues on peut trouver, quels moyens on peut trouver pour relier les deux, le culturel et impact positif dans la société? Écoutez, tout ce que vous dites est tout à fait juste. D'ailleurs, justement, à LLA, nous, on avait aussi un public d'enfants et de jeunes. Et pour revenir à ce que disait Ouzaï tout à l'heure, par rapport aux besoins des jeunes d'avoir un lieu où ils retrouvent leur culture, moi, je pense que c'est extrêmement important. Ça n'a rien à voir avec une question on entend beaucoup en France les débats, oui, mais c'est du multiculturalisme, oui, mais c'est pas de l'intégration. On n'est pas dans ce débat-là. On est dans le débat de jeunes gens qui appartiennent finalement à deux cultures, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, qui sont d'ailleurs tous des binationaux, je tiens à le rappeler, et qui ont besoin, bien sûr, de trouver une confraternité, un lien plus ténu entre leurs deux appartenances. Et c'est à ce moment-là que tout se joue. Parce que quand il y a cette interrogation sur l'appartenance, il faut que certaines personnes y répondent. Et le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est que ces réponses ne sont données malheureusement, et ça c'est pareil pour d'autres populations également, ne sont données que par des personnes qui sont axées sur un certain nombre de choses, le politique, le culturel, et avec leurs versus radicaux. Et donc, on a des réponses obtenues qui sont des réponses qui ne sont pas du tout de pacification des cultures. Ce sont des réponses qui vont vers l'opposition des cultures. Et c'est extrêmement difficile à vivre pour quelqu'un qui a deux appartenances et qui se trouve devant un choix entre deux allégeances contradictoires, finalement. Parce que d'un côté, on lui dit tu es français, de l'autre côté, on lui dit tu es turc. Oui, mais je suis quoi, moi, là-dedans? En quoi je suis turc, en quoi je suis français? Et il ne faut pas que ces jeunes soient dans cette posture-là. Finalement, il faut revenir aux fondamentaux français qui sont avoir le doute en permanence, avoir la possibilité de réfléchir en toute liberté, en se donnant la possibilité de prendre une distance, aussi bien par rapport à leur culture française que par rapport à leur culture turque, selon les sujets. Et on est vraiment, on touche du doigt là le problème essentiel. Par contre, tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur les associations, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, et on en parle beaucoup en ce moment, il y a d'autres acteurs que les associations. Il y a certes les associations communautaires de toutes les populations, mais il y a également d'autres acteurs pour tous, mais également pour les Turcs. Il s'agit des enseignants de langue d'origine qui ont eu maintenant une modification dans leur profil depuis 1 an par le président de la République, qui a apporté un changement assez radical sur la question, ce qui a fâché également d'ailleurs la Turquie. Et puis il y a les imams. Et ce sont aussi bien entendu des interlocuteurs et des personnes qui interviennent dans le champ du culturel. Donc, du coup, on se retrouve avec une proposition, à part vous, et puis les quelques associations dont je parlais tout à l'heure, une proposition qui passe essentiellement par le politique et par le religieux. Et ça, c'est dramatique. Parce que là, du coup, on ne parle pas de culture. C'est pas la religion et la politique, ce ne sont pas des fondements constitutifs d'une culture. Ce sont aussi des choses qui sont liées à l'actualité, aux changements qui interviennent dans l'actualité. Donc c'est extrêmement embêtant parce que il n'y a pas de possibilité de vivre d'une manière apaisée le dialogue interculturel. Et on entend tout et n'importe quoi en France aujourd'hui sur également la question des imams, la question des enseignants, les imams officiels, les pas officiels, etc. Les Français doivent se demander mais de quoi on parle, tellement il y a de renseignements contradictoires. On parle des 150 imams turcs, mais il n'y a pas que 150 imams turcs. Il y a 150 imams turcs qui viennent officiellement salariés de l'État turc. Mais il y en a 200 de plus, et qui sont des imams que personne ne peut véritablement repérer
et qui sont, à mon avis, beaucoup plus embêtants que ceux qu'on peut spécifier parce qu'ils viennent avec un contrat et avec un cadre. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les mosquées turques dans le temps, notamment où il y avait des imams officiels. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'était un autre temps où il n'y avait peut-être pas le même régime politique, mais en tout cas, il y avait des imams qui étaient là en famille, qui envoyaient leurs enfants au lycée français et qui étaient des personnes très paisibles et qui faisaient leur travail de culte. Mmh. Maintenant, il y en a qui peuvent ne pas être des imams officiels et être beaucoup plus radicaux. Et cela, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on dit on va renvoyer les imams, on va en renvoyer 150, qu'est-ce qu'on fait des 200 autres? Donc, il y a énormément de sujets qui font peut-être l'objet d'autres échanges. D'ailleurs, ça serait aussi le cœur de nos rencontres débats pour la séance de février, si on réussit à le faire. Absolument, espérons. Exactement, on va discuter un peu et échanger sur ces sujets-là plus en profondeur. Mais j'aimerais juste ajouter peut-être un autre pilier du débat, et la question de langue du turc, son enseignement. Oui. Et parmi les franco-turcs, parce que nous, peut-être pour préciser pour notre public, trois d'équipes-là présents ici, on vient de la Turquie, donc on ne connaît pas non plus très bien les dynamiques des franco-turcs. Est-ce qu'ils savent le turc, leur langue d'origine? Par quels moyens ils l'apprennent? Par les professeurs venus de la Turquie ou par des associations présentes en France? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus sur cette question d'apprentissage de la langue d'origine? Oui, alors ça c'est assez simple. Il y a d'abord le dispositif des enseignants qui viennent du pays d'origine, donc qui s'appelait les enseignants de langue et culture d'origine. Le raccourci c'était ELCO, qui ont été qui sont pour les Turcs un peu plus de 300 et qui viennent depuis le milieu des années 70, donc sur la base d'une convention bilatérale de la France avec divers pays d'origine, dont la Turquie. Ces enseignants ont un contenu éducatif qui est celui des écoles turques. Ils sont salariés par la Turquie. Ils ont une classe qu'on leur dédie à l'intérieur de l'école française et c'est en primaire ou en collège seulement. Il n'y en a pas dans le domaine lycée. Ensuite, il y a 7 au total d'enseignants certifiés en France qui enseignent au lycée et qui préparent pour le turc, langue, troisième langue ou deuxième langue au baccalauréat. Mais il n'y en a que 7 dans toute la France, donc vous imaginez que toute la France n'est pas couverte. Et ils sont 7 depuis bien longtemps. Alors, donc c'est très bien d'accuser la présence des ELCO, mais il faut aussi s'interroger sur pourquoi il n'y en a pas plus que 7. On parle aujourd'hui de l'enseignement de l'arabe, de même on pourrait parler de l'enseignement du turc, pris en charge par l'éducation nationale française, avec des professeurs certifiés en France. Donc ça, c'est assez limité. Et puis enfin, il y a la possibilité d'apprendre le turc à l'université, donc à l'Institut national des langues orientales, à l'INALCO. Donc c'est possible à Paris et c'est possible à Strasbourg. Et il y a également, je crois, un dispositif universitaire à Aix-en-Provence. Voilà, donc ce sont les… Et là, d'ailleurs, il faut peut-être ajouter, c'est possible d'avoir une licence et un master de turc, mais il n'y a pas de possibilité, par exemple, de préparer le turc, une agrégation ou un CAPES. Donc, ce qui fait que, finalement, ils apprennent le turc pour leurs propres besoins, leur propre plaisir, ou pour l'utiliser dans diverses autres professions, mais en tout cas, ne peuvent pas prétendre, sortis de cette école, à être certifiés pour être professeur ici. Merci beaucoup pour ces précisions. Pour l'équipe, est-ce qu'on garde quelques autres questions pour un peu conclure notre débat? Est-ce que vous voulez poser des questions? Peut-être Emir, Maëla, Uzay? Peut-être sur la question de la langue, c'est une question que je pose pour les futures activités des Turquoises. On avait organisé une soirée qui s'appelait Paroles des femmes. Là, on avait choisi des poèmes un peu de partout dans le monde.
on avait fait une soirée Nazım Hikmet justement pour permettre à tout le monde, pas uniquement aux jeunes Turcs, mais à tout le monde de découvrir un peu la littérature turque en profondeur. Comment on peut faire en fait pour que ces jeunes puissent aussi lire la littérature turque avec bon, un petit peut-être coup de pouce de turquoise. Est-ce que vous avez voilà, est-ce que vous avez Oui, des activités? Non, mais je trouve que c'est très important parce que oui, si oui, tout à ils fait. connaissent leur pays uniquement à travers les nouvelles, à travers ce que les autres ou ces professeurs, ces enseignants, à travers ce qu'ils disent par rapport à la Turquie, c'est dommage. Mais s'ils découvrent la littérature, c'est un autre angle. Donc, c'est Absolument, vraiment. vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison, parce que la littérature, la découverte de la littérature, c'est la découverte du monde. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que la littérature venait même avant toute autre discipline pour faire découvrir le monde. Mais c'est une très bonne idée et vous pourriez tout à fait envisager parce qu'il y a énormément de traductions de la littérature turque. Ça, nous, à LLE, on faisait une foire du livre annuelle et on était nous-mêmes époustouflés du nombre de parutions annuelles de traduction donc du turc, que ce soit des romans, que ce soit de la poésie, des livres d'histoire, etc. Donc vous pourriez très bien faire des focus sur un écrivain turc ou un poète turc, présenter l'édition turque et l'édition française, et puis faire parler quelqu'un. Vous avez des tas de gens, des professeurs de lettres ou des passionnés de tel ou tel auteur, et puis vous faites des petits billets pour donner envie de lire un auteur turc. C'est une excellente idée. Ça pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant pour notamment les jeunes qui connaissent pas bien. Moi, j'aime bien faire les petits moments hors sujet, mais je peux en profiter quand même pour vous demander quelques petits conseils de lecture. Nous avons décidé. Quelques conseils de lecture. Écoutez, il y a vraiment le choix. Hein. On pourrait faire toute une émission Et puis, dessus, mais Déjà, je montre le livre. Ça, c'est un livre plus, évidemment, sociologique et historique, mais côté littérature, on a tous les grands écrivains, la plupart des très grands écrivains turcs sont traduits, comme vous le savez, y compris disponibles en poche d'ailleurs, et des écrivains moins mastodontes que, par exemple, Yaşar Kemal, qui est publié depuis de nombreuses années, Orhan Pamuk, bien sûr, parce qu'il est prix Nobel, mais il y a d'autres écrivains qui ont été traduits et que peut-être les personnes qui suivent Turquoise ne savent pas forcément. Par exemple, un écrivain majeur de la littérature turque qui est un novelliste, Said Faik, qui est un petit peu le Tchekhov turc ou le Maupassant turc, si vous voulez. Said Faik a été traduit. Il y a 3 ou 4 volumes de traduction des nouvelles de Said Faik aux éditions Bleu Autour. Ensuite, vous avez des écrivains plus récents que moi j'aime beaucoup, comme Muratan Mungan, par exemple, qui est traduit à Actes Sud. Vous avez beaucoup de poètes qui ont été traduits par la suite. Bon, Nazım Hikmet a été traduit depuis très très longtemps, mais par exemple Orhan Veli, qui est un poète majeur de la littérature turque, est traduit également. Moi-même, j'ai traduit un autre poète qui me paraît important aussi, puisque je l'ai traduit avec grand plaisir, qui s'appelle Özdemir Asaf. Ah oui. Il y a des anthologies poétiques qui ont été publiées. C'est pour ça que ce serait bien que vous montriez à chaque fois un livre de poésie, un livre de littérature, et puis qu'il y ait une discussion, une causerie autour. Exactement. On avait déjà envisagé de faire un salon des livres de littérature de la Turquie, mais à cause du Covid, malheureusement, encore une fois, en fait, on voulait le faire en été. Mais là, peut-être, en fait, l'année prochaine, on peut envisager, même comme cette période de confinement, peut-être on peut partager sur nos réseaux sociaux quelques conseils, des propositions. Oui. Et ben, aussi, en fait, j'aimerais bien vous remercier pour votre livre. Moi, je viens de le terminer et que surtout, en fait, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'exemples. Vous nous expliquez, en fait, l'immigration, l'histoire des Turcs en France et avec des exemples, des concrètes, des vrais exemples. Et j'ai beaucoup aimé, et en fait, il y a vraiment, comme on a une section Une vie entre deux pays, et j'ai lu, en fait, des histoires vraiment entre deux pays. C'est incroyable. Et juste, en fait, j'ai une petite question et j'ai lu une petite phrase ici.
qui dit que on peut aujourd'hui encore entendre au détour d'un chemin une femme d'origine turque qui parle au téléphone dire mais non, elle vit comme les étrangers. Et les étrangers étant bien sûr les Français ici. Et ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, déjà, en fait, c'est pas seulement un problème pour la communauté turque. Je pense que c'est un sujet d'immigration et je souhaiterais comprendre pourquoi les jeunes de double culture rencontrent aujourd'hui un problème d'identité en France. Et deuxième question, demain, comment les associations peuvent-elles aider ces gens à s'intégrer? Oula, là, je ne pense pas qu'il nous reste suffisamment de temps pour développer un sujet aussi vaste. Oui, peut-être la première question seulement, alors. La première question sur la langue, vous voulez dire sur Et... Mais vous savez que ça rejoint la spécificité des Turcs qui sont quand même, moi pour les Franco-Turcs, je ne parle pas d'intégration, il n'y a pas de problème d'intégration des Franco-Turcs. Il y a un problème d'acceptation d'une identité mêlée, ce qui est autre chose. Exactement. Voilà, l'intégration, on peut en parler pour leurs parents qui sont venus, qui sont nés ailleurs, qui ont été à l'école ailleurs, qui sont venus sans parler le français. Et là, oui, on parle d'intégration et c'est ce que essayait de faire Elélé avec la première génération. Maintenant, cette question-là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, pour pouvoir se définir, il faut avoir dans les mains des possibilités de réponse. Ces possibilités de réponse-là, si vous n'avez pas la gymnastique d'esprit d'aller fouiner vous-même, c'est-à-dire regarder tout ce qui a été traduit, parce que tous ces jeunes lisent beaucoup plus facilement le français que le turc. Or, on a, comme on le disait tout à l'heure, une panoplie d'éditions du turc en français, et également des livres d'histoire, et également des livres d'art, etc. Donc, soit il faut avoir l'esprit très curieux et aller fouiner pour pouvoir se faire en autodidacte sa propre culture mêlée, soit, et là je dirais personnellement que ça me désole dans un certain sens, faire la rencontre de quelqu'un. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que quand les jeunes se retrouvent dans la situation de faire des choix de vie, de faire des parcours, parce qu'ils ont ou ils n'ont pas rencontré quelqu'un, c'est dramatique. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré un tas de jeunes d'origine turque, franco-turque, qui font des parcours remarquables, qui font des études ou qui créent des entreprises ou qui font des tas de choses qui sortent du lot commun. Mais à chaque fois, quand vous essayez de voir, que vous les interrogez, vous vous rendez compte aussi qu'il y a eu un hasard dans la vie, dans leur parcours, où ils se sont retrouvés confrontés à un professeur à l'école, ou bien à une association, ou bien à une personnalité qu'ils ont rencontrée, et à partir duquel ils ont commencé, en somme, des sortes de mentors. À un certain âge, on cherche des mentors. Exactement. Et c'est là aussi l'importance des associations, parce que les associations peuvent être des pourvoyeurs de mentors. C'est vrai. Et alors, donc, quand on laisse le champ associatif dans les mains uniquement des religieux ou des extras de telle ou telle ligne politique, eh bien, écoutez, il ne faut pas s'étonner après que les mentors ont appris une leçon qui était peut-être une leçon que ces jeunes n'auraient pas dû recevoir. Exactement. Merci beaucoup, Gaël Petek, pour ces merci pour votre invitation, en tout cas. Et j'espère qu'après moi, il y en aura d'autres. C'est très gentil de votre part. C'était super sympathique et on conseille fortement le livre pour ceux qui n'ont pas encore lu. Et merci beaucoup. Et on vous retrouvera en fait en février. Yollarımız burada ayrılıyor. Artık birbirimize iki yabancıyız. Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa, her şeyi, evet her şeyi unutmalıyız. Hiç yaşamamışçasına, hiç sevmemişçesine unutursun
gecelerimizi, o günlerce, gecelerce sevişmelerimizi, o günlerce, gecelerce sevişmelerimizi. Her kederin tesellisi bulunur. İnsan ne kadar sevse unutabilir. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer, sen de unutursun, bir gün gelir. Her şeyi, evet her şeyi, her şeyi unutabilirsin. Hatta bütün yazdıklarımı